J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Maud. Alors, comment allez-vous d'abord ? Ça va et vous ? Bah ouais, très bien. Aujourd'hui, vous nous parlez de Solzhenitsyn. Pourquoi donc ? Parce qu'il y a 50 ans, un jour de décembre 73, paraissait à Paris l'archipel du Goulag, le célèbre livre écrit en secret par le grand écrivain russe et transmis à l'Ouest. Alors il défiait, ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas encore lu, les dirigeants de l'URSS, mettaient donc sa vie en jeu, et ces pages vont bouleverser la France et l'Occident tout entier d'ailleurs, parce que le communisme ne va pas s'en relever, parce qu'en fait il expliquait que le goulag n'était pas une déviation du régime soviétique, mais un révélateur, c'est-à-dire qu'il en représentait la nature profonde. C'est-à-dire le goulag, un camp de rééducation par le travail, au cœur du système totalitaire soviétique, où les catégories sociales retardataires ou résiduelles devaient s'y retrouver. Alors Solzhenitsyn révélait la matrice totalitaire et son mystère, à savoir que le mensonge, à la fois institutionnalisé et consenti, est la matrice même de l'URSS et des systèmes totalitaires. Alors si Solzhenitsyn peut aujourd'hui apparaître comme une icône de symbole de la liberté, certains oublient volontairement tout un pan de ses écrits, de ses discours et de ses analyses. Un exemple, avant de rentrer définitivement en Russie, après 20 ans de bannissement et d'exil, il a décidé d'entreprendre à l'automne 93 une petite tournée d'adieu pour prendre congé des pays qu'il avait accueillis ou soutenus. Alors il avait conçu cet adieu en bon stratège et avait choisi 2 hauts lieux inattendus pour y prononcer les 2 seuls discours de sa tournée et rendre hommage à 2 actes de courage. D'abord au Liechtenstein, dans une petite principauté qui n'avait pas livré à Staline, contrairement aux grandes puissances anglo-saxonnes, comme par hasard, les anticommunistes qui avaient trouvé refuge. Et puis surtout, le deuxième lieu, c'est en Vendée, pour rendre hommage au soulèvement héroïque d'une population contre la libération totalitaire qu'on voulait lui imposer, et qui fut pour lui la victime de la première idéologie de terreur. Il reconnaissait en fait dans les guerres de Vendée la scène inaugurale de ce qu'on pouvait appeler la modernité exterminatrice, donc de la modernité totalitaire. Mais cette histoire est-elle encore la nôtre aujourd'hui et peut-on mettre sur le même plan la dissidence de Solzhenitsyn et celle d'autres aujourd'hui ou qui s'en réclament ? Un jeune essayiste migrant qui monte malgré le silence des médias vient de sortir un excellent essai à ce sujet, Le totalitarisme sans le goulag de Mathieu Bock-Côté. D'ailleurs, c'est un excellent cadeau de Noël à offrir, en plus d'un abonnement au magazine Incorrect. Et donc, pour répondre à votre question, il est évident que Solzhenitsyn, face aux communistes, au régime, face aux mollahs, révèle que dans tout bon régime totalitaire, la vérité n'a pas sa place. Mais vous savez, en France, toute vérité n'est pas bonne à dire non plus. Alors, si on garde si on compare les mêmes choses, ça allait voir des écrivains. Si vous regardez Raspail, si vous regardez Dantec ou même Houellebecq, ils ont quand même un petit traitement de faveur. Et pourtant, on est en France. C'est-à-dire qu'on n'a pas tonton Staline ou papa Khomeini qui vous offre comme seule autre option à la récitation de la doxa le goulag ou la corde. Et pourtant, chez nous, il ne fait pas bon de dire quelques vérités. Et c'est ce qu'analyse justement très brillamment Mathieu Bock-Côté. On nous a vendu la chute du mur de Berlin, la fin de l'histoire, la fin des idéologies, et pourtant il n'en est rien. Alors, on ne vous envoie pas encore dans les mines de Sibérie, mais disons qu'on vous bute socialement. Alors, si vous vivez dans une grotte, les conséquences sont tenables, mais pour les autres, c'est autre chose. Alors, il y a bien entendu une question idéologique, avec un système qui, pour se protéger ou ne pas se renier, préfère le mensonge à la vérité, et donc coller une cible dans le dos de ceux qui osent aller contre la doxa. Lorsque l'éditeur et écrivain Richard Millet, qui a tout de même édité 2 Goncourt, je le rappelle, se fait éjecter de toutes les maisons d'édition, c'est la mise à mort d'un écrivain. Quand on se drape dans la justice prédictive pour interdire des colloques ou des manifestations, comment peut-on appeler ça autrement qu'un totalitarisme que je dirais encore un peu soft ? Quand un collectif féministe, les Némésis, se fait virer de sa banque pour des raisons idéologiques, qu'est-ce donc sinon une mise à mort financière ? Le principe de la démocratie, c'est d'accepter le désaccord. Mais lorsque on interdit le désaccord, on sort la démocratie, et dans notre monde moderne, on appelle ça le totalitarisme.
Mais il y a aussi une chose un peu plus profonde. En Occident, la quête du bonheur a remplacé l'aspiration à la vérité. Aujourd'hui, le qu'est-ce qui est vrai a été remplacé par comment bien vivre. Si vous vous pointez dans n'importe quelle librairie ou à la Fnac, vous pouvez regarder les rayons bien-être, c'est ce qui remplit le plus de mètres carrés dans ces magasins. Alors, autrement dit, on préfère se passer de la vérité pour vivre paisiblement. Alors pourtant, depuis au moins Socrate et Aristote, la quête de l'Occident a toujours été la quête de la vérité. Et c'est ce que je vous rappelle, nous rappelait Benoît XVI dans son magnifique discours au Bernardin, en parlant notamment de ses moines cisterciens, voilà. Et cette quête du vrai se fait, et du vrai se fait souvent au détriment du bien. Alors, aujourd'hui, c'est l'inverse. Au nom du bien, on flingue le vrai. Alors, évidemment, c'est pas arrivé d'un coup, comme ça, tout de suite. On est d'abord passé par la quête de l'utile, hein, c'est Machiavel, au XVIe. Mais il y a une accélération au XXe siècle, en raison des guerres et des massacres. Forcément, deux guerres, ça laisse des traces. De guerre au nom d'une idéologie, au nom du vrai. Et donc, avec pour conséquence, on se dit, bah, si on écarte la vérité, on va éloigner le risque de guerre. Bon, dans d'autres contextes, on a appelé ça aussi la collaboration. Alors concernant Depardieu, France Télévisions semble vouloir supprimer toute diffusion de ses films en raison de ses déclarations diffusées dans Complément d'enquête. Est-ce un exemple de totalitarisme ? Alors, on va être très clair. Les déclarations de Depardieu sont dégueulasses, sont choquantes, sont pathétiques, comme toutes les conneries d'un vieil alcoolique de plus de 75 ans. Mais a-t-il été condamné pour viol ou pour pédophilie ou même pour l'apologie, la pédophilie ou du viol? Bah non, ou du moins pas pour l'instant. Donc, on punit quelqu'un qui n'est pas condamné pour des provoques sortis en Corée en 2018 dans un contexte bizarre. Et en plus, là, on parle pas de lui, hein. On ne dit pas on condamne Depardieu, on condamne ses films. C'est-à-dire, on va plus regarder Cyrano, on va plus regarder La femme d'à côté, on va plus regarder Buffet froid, on va plus regarder La chèvre, on va se taper des téléfilms débiles inclusifs comme France TV, c'est si bien en faire. Alors, le jour où ils vont découvrir que Proust s'astiquait Popol pendant que son majordome torturait des rats pour l'exciter, on va se marrer quand même, hein. Et je vous parle pas d'Oscar Wilde ou de Baudelaire, par exemple. Mais il y a quand même un enchaînement en ce moment, quoi. Regardez Gainsbourg. Il y a une pétition pour que son nom ne soit pas donné à une station de métro. Alors comme il l'écrivait lui-même, parfois quand même on a envie de descendre que la Terre s'arrête pour descendre, quoi. Alors néanmoins, ce qui sort Lemon Incest, il y a de quoi être choqué, non ? N'incarne-t-il pas là l'idéologie 68arde où tout est permis, même le pire ? Alors on va pas découvrir les provocations de Gainsbourg évidemment, mais les pétitionnaires qui s'insurgent contre le métro Gainsbourg devraient prêter une oreille à l'histoire de Melody Nelson par exemple, pour comprendre que son œuvre ne s'arrête pas aux quelques provocations de Lemon Incest, notamment de son clip, qu'il faut reconnaître franchement douteux, mais qu'on pourrait aussi parfaitement interpréter comme une utilisation de la provocation la plus équivoque pour révéler une grande vérité morale, la supériorité de l'amour filial sur tout amour physique. Hein, évidemment qu'en tant que père, jamais on va mettre notre fille en scène de cette manière, mais il faut le dire aussi, en tant que père, on aurait tous rêvé d'écrire cette sublime déclaration d'amour d'un père à sa fille. L'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, le plus violent, le plus pur, le plus enivrant. Esquisse, délicieux enfant, ma chair et mon sang, ô mon bébé, mon âme. Bon, je vous le concède, les Money c'est pas ma cam et c'est pas ma chanson préférée. Mais ce qu'on perçoit au-delà de Gainsbourg, en fait, c'est quand même une attaque de l'art et qui est bien plus problématique. Parce que l'artiste, c'est quoi? L'artiste, c'est quelqu'un qui n'est pas fini. C'est quelqu'un qui a besoin de créer parce qu'il ne se maîtrise pas. C'est quelqu'un qui a besoin d'absolu parce qu'il ne supporte pas sa médiocrité. Alors, si vous combinez l'artiste et la célébrité ou le star system, forcément, ça fait un peu des ravages. Et si vous doublez ça aux dérives de MeToo, là, on devient carrément dans le massacre. Parce que le désir, surtout le désir masculin, n'est pas innocent, contrairement à ce que ont voulu nous faire croire les 68 arts. Sauf que si vous isolez le désir en dehors de toute sublimation, donc en dehors de l'art, bah, il vous reste plus que la pulsion mortifère. Et c'est la seule leçon à retenir du Marquis de Sade. Encore faut-il l'avoir lu. Mais quand je parle de sublimation, je parle pas de maquillage évidemment, je parle pas d'étourdement, comme si un immonde pédophile nous ferait croire que sauter une gamine peut être beau ou qu'il y a de l'élégance dans un viol. Évidemment que non. Je parle de vous savez, cet éternel féminin, cette muse intouchable qui, malgré l'affirmation de néo-féministes constipés, qui veulent nous faire croire que l'homme et la femme sont égaux, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas. La femme est plus et autre chose. C'est même une part d'elle-même qui nous reste, nous, aux hommes, celle cingouin que nous sommes, mystérieuse et qu'on comprendra probablement d'ailleurs jamais. Et c'est pour ça qu'on est sur une page blanche sur laquelle notre imaginaire inscrit, quand on s'appelle Gainsbourg, ces paroles sublimes. Le comte avait
recommencer à rebours, était-ce ce vertige des veines, qui sait, un voyage, un aller seul au long cours. Alors ces derniers temps, vous savez, on entend beaucoup d'une partie de la droite parler de combat culturel, et c'est vrai, il faut le mener, mais ce combat culturel se joue aussi là-dessus, c'est-à-dire sur ce terrain, et non pas sur la défense systématique des comportements déviants ou indécents, évidemment, mais bien dans la compréhension de l'artiste et la maîtrise de ses références. Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Juste un petit mot sur l'incorrect, évidemment. Est-ce que vous envisagez de sortir une particulière pour Noël? Ah, je vous entends plus, Maud. Ah, zut, attendez, on recommence. Vous m'entendez là? Non. Bon, apparemment, on a perdu Arthur de Vatrigan. Attendez, je reprends le son. Est-ce que vous m'entendez là? Moi, je vous entends très bien. Ah, très bien. Ça avait coupé, je ne sais Avec un pourquoi. petit écho. Pour un coup des féministes. Alors, on a juste un petit écho. Ah, c'est bon, on n'a plus l'écho. Mais oui, on parle de féminisme, donc forcément, ça part en vrille. Oui, je vous demandais si vous envisagiez de sortir un numéro particulier de l'incorrect pour Noël, pour les fêtes, comme on dit. Non. Non. Non, parce on a sorti déjà un numéro sur le hors-série sur la manif pour tous. Mhm. Ce qui nous a valu quand même 2 bouclages, donc beaucoup de nuits blanches. Là, non, Repos. on prépare un numéro sympathique pour janvier pour essayer de voir un peu à quoi va ressembler la France de 2024. Autant dire qu'on va se marrer et déprimer. Mais surtout, bon, voilà, on a convoqué 3 grands intellectuels avec 3 voilà, qui ont des parcours et surtout des spécificités différentes. Et donc, on les a réunis. On les a réunis. On a fait ça hier, une conversation de 2 heures. On est en train de retranscrire. Mm. Et c'est passionnant et ça va donner peut-être un éclairage. On essaie de prendre un peu de hauteur sur l'avenir, qui s'annonce pas tout rose. Ce sera une conversation uniquement écrite ou filmée aussi? Maintenant, écrite. Écrite. On reste dans l'écrit, nous, vous savez, Oui, vous avez chacun raison. son métier. Nous, c'est l'écrit. Très bien. On a ça aux Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure.